Et donc le dernier angle par lequel nous allons parler des plantes de service aujourd'hui, c'est celui des légumineuses. Pour introduire le sujet sous forme de présentation, Xavier Bousselin, vous pouvez monter sur scène. Vous êtes enseignant-chercheur en agronomie à l'ESA, l'École supérieure des agricultures, là aussi à Angers. Angers est fortement représenté aujourd'hui. On vous retrouvera juste après avec d'autres autour d'une dernière table ronde. Je vous laisse la parole. Oui, alors je vous remercie et puis je remercie les organisateurs de cette journée de me donner l'opportunité de vous parler un petit peu donc, de l'insertion des légumineuses comme plantes de service dans les systèmes de culture. Donc vous l'avez vu ce matin avec Muriel, il existe une grande diversité de modes d'insertion possibles pour les plantes de service et globalement on peut retrouver les légumineuses pour l'ensemble des usages, que ce soit dans des bandes fleuries ou des bandes enherbées à l'extérieur de la parcelle, à l'intérieur de la parcelle ou alors en association avec des cultures de rente. Mais il est vrai aussi, c'est ce que ça a aussi été cité par Muriel ce matin, qu'on retrouve particulièrement les cas dans lesquels les légumineuses sont vraiment dominantes, c'est en association avec les cultures de rente, à la fois en association simultanée comme avec le colza qu'on a déjà cité, ou alors en implantation en relais ou dans des couverts semi-permanents, comme avec, par exemple, une céréale implantée dans un trèfle blanc ou dans une luzerne. On va aussi les retrouver pendant les périodes d'interculture, et en général, elles sont associées avec d'autres plantes de service qui sont des non-légumineuses. Donc ce qu'on observe, c'est que globalement, en termes de caractéristiques, dans la plupart des cas, lorsqu'on implante une plante de service, elle va être associée soit avec une culture de rente, soit avec une autre plante de service, qui est une non légumineuse, et ça c'est lié à une caractéristique, un trait qui est commun aux légumineuses et que vous connaissez, c'est leur capacité à fixer l'azote, qui fait qu'on va avoir une complémentarité de niche entre la légumineuse et la non légumineuse, ce qui limite la compétition entre les deux espèces. Et vous savez que la gestion de la compétitivité de la plante de service, c'est un enjeu important, hein, parce que dès lors qu'elle prend le dessus, on perd quand même en grande partie les bénéfices qu'on peut en tirer. Outre cette complémentarité pour l'azote, étant donné le coût énergétique de la fixation hein, pour la légumineuse, ça fait aussi que ces espèces sont en général moins compétitives aussi pour absorber les rayonnements lumineux. Et lorsqu'on est en association, en fait, la légumineuse va avoir tendance à fixer davantage par rapport aux situations où la légumineuse est cultivée en pur. Ici, vous avez un exemple de févrole et de trèfle blanc. Lorsque ces espèces sont cultivées en pur, vous voyez qu'il y a environ 30 à 35% dans la situation dans laquelle cette expérimentation a été menée, de l'azote de la légumineuse qui provient de la fixation de l'azote atmosphérique. Et lorsqu'on l'associe avec du colza, on va passer à 80% environ. Alors, les différences ne sont pas toujours de cet ordre-là. Là, c'est vraiment des différences qui sont très marquées. Mais il y a une méta-analyse qui a été faite en 2020 par Rodriguez et ses collègues qui a montré qu'en moyenne, on avait une augmentation de l'ordre de 15%. Donc, c'est quand même assez substantiel. Alors, on parle de fixation symbiotique. Bien évidemment, on a tendance tout de suite à penser aux services de fourniture d'azote qui peuvent être liés à cette fixation symbiotique. Alors, il faut être quand même un peu vigilant quand on parle de ces services de fourniture d'azote, notamment si on parle de services de fourniture d'azote en cours de culture. Si on a des espèces qui sont implantées en même temps, et des espèces à cycle court, des espèces annuelles, c'est des travaux qui sont déjà assez anciens, mais on a démontré que les transferts d'azote entre la légumineuse et la non-légumineuse associée sont faibles, de l'ordre de 0,5% de l'azote de la légumineuse. Et en plus, ce sont des transferts qui s'opèrent dans les deux sens. Donc globalement, ces transferts ne sont pas significatifs pendant la période où les deux espèces sont en vie. En revanche, vous pouvez avoir des transferts lorsque vous êtes sur l'implantation d'une culture de rente dans un mélange semi-permanent ou permanent qui est déjà implanté. C'est le cas, ça a été observé par exemple sur du maïs implanté dans une luzerne qui était déjà en place. Là, on peut observer des transferts même si la luzerne est encore en vie et en place. Alors, évidemment, hein, dans le cas du colza, on implante de manière simultanée la plante de service avec le colza, mais étant donné qu'elle est détruite soit par le froid en hiver, si on est dans des régions où on a encore un gel suffisant
soit par destruction chimique. Une fois que cette plante est détruite, on l'a évoqué ce matin, eh bien, on observe qu'il y a une partie de l'azote de ces plantes de service qui va être minéralisée et qui va être rendue disponible pour le colza. On observe aussi d'autres phénomènes de facilitation qu'on a un petit peu de mal à expliquer. Ça, c'était des travaux qui ont été faits il y a aussi assez longtemps, en 2015, par Mathieu Laurin et puis Muriel. Et donc, ça permet de réduire donc, la fertilisation de l'ordre de 20 à 30 unités d'azote sans impacter le rendement. On l'a évoqué aussi. Alors, ces légumineuses associées au colza, elles peuvent aussi permettre de contrôler les adventices, mais notamment pendant la période automnale, pendant la période où ces plantes vont croître. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même un certain nombre de traits qui sont des traits d'intérêt pour contrôler les adventices, qui sont en fait antagonistes avec les traits qui sont d'intérêt pour fournir de l'azote, notamment les plantes qui ont un pore érigé, qui vont avoir donc moins de surface de contact avec le sol, donc qui vont se dégrader moins rapidement, qui sont aussi des plantes qui, comme elles prennent un petit peu plus le dessus, vont être davantage compétitives. Donc vous voyez ici les questions qui peuvent se poser au moment de choisir une plante de service, parce qu'on va devoir faire des compromis entre les différents services visés, et ce d'autant plus qu'on vise encore d'autres services. On cherche à être dans du multiservice. On va aussi chercher à contrôler les ravageurs à l'automne. Donc je ne vais pas développer parce que je ne suis pas du tout expert de ces questions-là. Et on peut aussi avoir des effets, ça a été démontré récemment dans les travaux de Laurie Magnin à Agroscope, des effets aussi sur les ravageurs de printemps, en tout cas sur les dommages des ravageurs de printemps sur le colza, avec de la févrole de printemps associée avec le colza. Donc voilà, pardon. On a beaucoup cité donc, le colza aujourd'hui. Il y a plein d'autres usages dans lesquels on va utiliser les légumineuses. On peut les retrouver par exemple dans des systèmes bananiers, soit dans l'interrang, soit pendant la période d'interculture pour gérer par exemple des problématiques d'érosion ou de nématodes, ou dans l'interculture dans l'interrang de la vigne, comme engrais vert. Donc je vous le disais, avec les légumineuses, souvent on va chercher à aller vers des plantes qui sont multiservices. Donc on va chercher une espèce ou une variété qui va combiner un certain nombre de traits d'intérêt en fonction des fonctions qu'on va rechercher, des services recherchés in fine. Donc parfois quand on n'arrive pas à les combiner dans une espèce, on va commencer à faire des mélanges d'espèces, et on va parfois aussi mélanger des légumineuses avec des non-légumineuses. Et dans ces cas-là, il y a quand même un point de vigilance qui est très important, c'est de gérer les rapports de dominance entre espèces, parce que les légumineuses, je vous l'ai dit, sont peu compétitives, et donc elles peuvent être très facilement dominées par les autres espèces qu'on va associer en mélange, auquel cas le risque est qu'elles ne rendent pas les services visés. Donc pour ça, évidemment, il faudra bien penser à la fois le choix variétal de la légumineuse, mais aussi des autres plantes de service, de la culture de rente, et puis, très important, les densités relatives des différentes espèces. Et là, on a beaucoup de travail, parce que c'est un champ qui est très important, un champ de recherche très important. D'autres leviers qui peuvent être actionnés pour gérer ces rapports de dominance, c'est de gérer l'agencement spatial de l'association, qui peut avoir un impact sur la mise en place de la dominance, notamment en début de cycle, et puis éventuellement de gérer les plans de service. Nous, on travaille par exemple sur la fauche de plans de service en interrang, par exemple. Un point de vigilance aussi avec les légumineuses, c'est quand même les délais de retour. Si jamais on commence à faire des mélanges complexes et que les mêmes espèces reviennent tous les ans, ça peut aussi être une problématique dans le système de culture. Et puis on a besoin de bien connaître les variétés qu'on va utiliser, notamment, et puis parce qu'on a des variétés pour lesquelles on va avoir des besoins spécifiques en fonction des services visés. Typiquement, si vous prenez la févrole, si vous la sélectionnez pour produire des grains, vous allez chercher une févrole qui est peu sensible au gel, alors que si vous la sélectionnez pour l'associer avec le colza, vous allez plutôt chercher une espèce qui va être le plus sensible possible au gel. Et donc ça, c'est des champs de recherche et de sélection qui sont ouverts pour les entreprises, notamment semencières. Voilà, donc ça, c'est des pistes de réflexion. Je vous remercie pour votre attention. Merci Xavier Bousselin. Avant de passer donc à la table ronde, toujours sur le sujet des légumineuses, y a-t-il des questionnements dans le public ?
une première question. Bonjour. Du coup, en dernière phrase, vous veniez juste de dire que, par exemple, pour un colza, ce serait plus intéressant d'avoir une légumineuse gélive. Pourquoi ce serait un problème que d'avoir une légumineuse pérenne comme une luzerne, par exemple? Alors, vous allez avoir des problèmes liés, en fait, aux besoins de la culture. En fait, le colza est très peu sensible à la compétition en début de cycle. C'est pour ça que, globalement, l'utilisation des plantes de service, ça fonctionne très bien avec cette espèce-là. Beaucoup mieux que, par exemple, avec les céréales. Parce que, sur la phase automnale, globalement, le colza il va être capable de compenser. Quand vous associez un colza, même avec une légumineuse, en entrée hiver, la biomasse, elle est un petit peu réduite. Et au printemps, avec les effets bénéfiques des plantes de service, on va compenser. Donc, si jamais la plante de service est encore en place au printemps, c'est là que le colza va être vraiment sensible à la compétition, notamment pour la lumière. Et puis, si vous êtes sur une luzerne, par exemple, vous pouvez aussi avoir des problèmes à la récolte. Donc, ça peut nécessiter, par exemple, un fauchage en drainage. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'associer le colza avec des légumineuses pérennes. Il y a des agriculteurs qui associent le colza avec la luzerne, mais c'est des systèmes différents. Et potentiellement, il faut gérer cette compétition. Il faut trouver des moyens pour gérer cette compétition au printemps, quoi. Merci. D'autres questions parmi vous? Étudiants, professionnels, vous les gardez pour la fin de la table ronde? Bien, dans ce cas, on va se diriger vers la table ronde. Xavier, je vous laisse vous asseoir. Et on va demander à nos deux autres invités de nous rejoindre sur scène. Donc Vincent Béguier du semencier Agri-Obtention et Julie Gombert du GEVES, le groupe d'études et de contrôle des variétés et semences. Je vous laisse vous installer. Toujours 2 micros à votre disposition. Je vais me décaler parce que sinon je vais me sentir bien seule au bout. Donc vous avez 2 micros à disposition pour répondre aux questions. Et comme sur les autres tables rondes, il y aura 15 minutes laissées aux questions du public. Je vous représente pour certains un peu plus dans le détail. Donc Xavier Bousselin, on le redit, enseignant-chercheur en agronomie à l'ESA, l'École supérieure des agricultures. Vincent Béguier, donc directeur général chez Agri-Obtention, semencier français de l'agroécologie. C'est une entreprise qui a pour mission première la valorisation des innovations végétales de l'INRAE. Et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, 50% des semences qui sont vendues sont des légumineuses, mais on précise pas forcément comme plantes de service. Le ratio, ce serait lequel si on s'intéressait vraiment aux plantes de service? Avec le micro. Ça fonctionne. En plantes de service, 20%. Donc c'est avant tout. Après, c'est pas une question facile à répondre puisque une légumineuse peut être à la fois une plante de service ou une plante de rente. Donc dans la même espèce, on a des types différents. Donc, mais oui, plante de service 20%. Et donc à côté, Julie Gombert, animatrice commission intersection dédiée aux plantes de service au GEVES, le groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences. C'est une commission qui a été créée en 2014 qui est chargée d'instruire les demandes d'inscription au catalogue français des variétés pour un usage en plantes de service. C'est parfois toujours compliqué d'expliquer. Oui, alors effectivement, c'est pas toujours simple. Juste pour faire essayer d'être un petit peu plus simple, on a le service de production des différentes espèces qui va être géré par des sections CTPS par espèce ou groupe d'espèces. Et la CISPS va, elle, prendre en charge tous les usages en fait en plantes de service. Donc c'est une intersection qui prend en charge tous les usages, toutes les demandes en tout cas d'inscription pour les plantes de service. Et juste pour compléter, donc le GEVES effectivement réalise les études VATE, donc de valeur agronomique, technologique, environnementale, pour l'inscription des variétés au catalogue. Ensuite, on a le CTPS qui est une instance consultative entre le GEVES et le ministère. Et le ministère, lui, décide d'inscrire ou pas les variétés au catalogue. Alors, le premier questionnement, c'est le suivant. Quels services sont rendus par les légumineuses comme plantes de service? On a déjà eu un aperçu avec la présentation de Xavier Bousselin juste avant. Donc, plusieurs services en fonction du type de culture choisie. Vincent Béguier, on va vous entendre sur un marché des plantes de service que vous considérez comme en pleine évolution. On vous laisse dire pourquoi.
Alors, tout d'abord, sur le sujet des légumineuses, ce sont des espèces qui étaient très utilisées avant la Révolution verte, puisque c'était quasiment la seule source, entre les effluents d'élevage, c'était la seule source d'entrée d'azote dans le système de culture avant l'arrivée de l'azote de synthèse. Donc pour assurer la rentabilité des systèmes, il fallait bien mettre de l'azote dans le système, et notamment la luzerne ou le trèfle violet était largement développé jusque dans les années 50 pour permettre cette introduction. Donc si on revient sur le sujet des légumineuses, la demande sociétale forte de réduction de l'usage des intrants de synthèse, notamment azotés, redonne une place à ces espèces. La demande de protéines végétales, donc là on n'est pas sur le sujet plantes de service, plutôt sur le sujet production, redonne de la place à ces espèces. Voilà. Et donc une des façons, Xavier l'a dit tout à l'heure, ça a été dit aussi auparavant, de résoudre notamment le sujet de la faible compétitivité de ces espèces pour pouvoir les cultiver largement, c'est de l'associer à d'autres espèces, parce que la légumineuse seule a quelques soucis justement, notamment d'implantation. Mais du coup, ça lance des nouveaux champs. On a évoqué les sujets de bioagresseurs. La légumineuse, c'est plutôt le compartiment pollinisateur qui va être visé avec cette espèce-là, en plus du service de fertilisation azotée. Et donc, si on veut avoir une combinatoire la plus large possible, justement, c'est bien par l'approche interspécifique, voire intraspécifique, diversité intraspécifique dans le cadre de mélange interspécifique, qu'on va pouvoir traiter tout ça. Et on rajoute une autre notion que j'évoquerai un peu plus tard, mais c'est tout ce qui est vie du sol, microbiote, holobionte. Tous ces sujets-là font qu'on a un champ des possibles qui est assez important, mais qui nécessite beaucoup de recherche. Julie Gombert, on parle donc des 8 variétés de légumineuses qui ont rejoint le catalogue français des variétés alors depuis la création de la commission intersection en 2014, et puis des services en l'occurrence qu'elles rendent au sol et à d'autres choses. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a les espèces, les variétés peuvent être inscrites dans les autres sections, et quand elles s'orientent vers la CISPS, c'est vraiment pour revendiquer un usage plante de service. Ça a été le cas par exemple pour une variété de févrole à petite graine, donc de printemps, qui était particulièrement adaptée pour l'utilisation en mélange de plantes de service. C'est le cas aussi pour des variétés de vesses qui sont résistantes à Phanomyces, qui va être en fait une maladie qui est très préjudiciable sur le poids. Et donc en termes de rotation, ça a été dit, il faut faire attention. Et voilà, l'utilisation de ces variétés permettent de s'en affranchir un minimum. Mais voilà, c'est des caractéristiques très propres en fait, des spécificités de ces variétés de légumineuses. Et le service rendu, en l'occurrence, là pour les exemples que vous citez, c'était engrais vert ou alors la résistance à des maladies. Une maladie en l'occurrence. Oui. Le premier service, ça va être effectivement culture intermédiaire engrais vert pour les légumineuses. Tout à fait. Il y a un sujet que vous avez déjà évoqué, mais assez rapidement, Xavier Bousselin, c'est celui du délai de retour propre à certaines légumineuses et qu'il faut avoir en tête pour s'épargner certains problèmes. Donc vous en avez déjà parlé. On peut compléter en disant qu'il y a peu de références pour le moment sur les légumineuses en mélange. C'est un problème qui revient aussi. Oui, alors je ne suis pas expert des maladies telluriques, mais c'est vrai que c'est des problèmes qu'on peut rencontrer sur les légumineuses, que ce soit en production de légumineuses à graines ou si on les utilise comme trop régulièrement, notamment quand on utilise la févrole comme engrais vert tout le temps, on peut finir par avoir des problèmes. Et c'est vrai qu'en association, on n'a pas forcément les références, parce que sinon les délais de retour pour les légumineuses sont quand même très longs, quoi. Donc c'est un point de vigilance à garder à l'esprit, et je pense que ce qu'il faut, c'est cultiver aussi une diversité de légumineuses, que ce soit, et puis essayer de bien penser sa rotation aussi en fonction de ces délais de retour. Et quand vous dites très long, c'est long comment ? Pour des cultures pures, ça peut être 5 à 7 ans.
Alors du côté citoyen, vous l'avez un petit peu évoqué, Vincent Béguet, il y a un retour des légumineuses plutôt dans les assiettes comme production, voilà, pas en tant que plante de service, mais donc dans le secteur agricole également, il y a une forme aujourd'hui de redécouverte un peu des services rendus par les légumineuses. Quand on a préparé les échanges, on est remonté jusqu'au Moyen-Âge pour expliquer le rôle qu'avaient joué ces légumineuses dans le développement de l'agriculture, jusqu'à, on va dire, le développement du modèle agricole intensif où là, elles ont perdu de l'intérêt, quoi. On résume comme ça. Oui, elles ont perdu de l'intérêt parce que justement, par rapport à l'azote, il n'y avait plus besoin de ces légumineuses. Et puis, ça a été dit aussi auparavant, comme la plante a aussi à mettre en place donc la fonction symbiotique avec le rhizobium, elle consacre de l'énergie à cette fonction-là, et donc du coup dans des systèmes intensifiés où on est a priori non limitant sur la fertilisation, cette énergie-là qui peut être consacrée, elle est défavorable pour obtenir plus de rendement. Donc effectivement, ça explique ce désintérêt pour l'espèce. Il y a aussi un autre sujet qu'on ne peut pas omettre, c'est une spécialisation des territoires où globalement la protéine végétale a plutôt été produite de l'autre côté de l'Atlantique avec le soja, et donc ça n'a pas favorisé le développement des légumineuses. Mais en tout état de cause, dans une approche où on va vers une désintensification, c'est une demande forte de la société qui est faite, ça redonne du coup du poids aux légumineuses, et on le voit très récemment, notamment avec les crises qui nous arrivent ces dernières années. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Effectivement, on n'a pas de référence sur le retour dans le cadre de mélanges interspécifiques. Moi, je connais aussi des agriculteurs, des pratiques qui reviennent très régulièrement sur le même type de mélange et qui ne voient pas de problématique. Donc je pense que c'est un vrai grand champ de recherche, ce sujet-là. On a plutôt tendance à appliquer les règles de l'espèce pure, et quand on est dans le cadre de mélange, il y a beaucoup de choses à regarder qui n'ont pas suffisamment été regardées, je pense. Pour continuer à parler un peu de cette redécouverte des services rendus par les légumineuses, on va entendre Julie Gombert. Donc depuis plusieurs années, il y a cet intérêt pour d'autres services que celui de production, y compris donc au GEVES, le groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences, qui évalue donc aujourd'hui de nouveaux services, d'où la création de cette commission intersection dédiée aux plantes de services dont on a parlé. Le principal service aujourd'hui des légumineuses, ça reste la CIVE. La CIV. Oui, je ne l'ai pas dit dans le bon sens en plus. C'est pas grave. Culture intermédiaire engrais verts. Donc effectivement, c'est ce dont on a discuté tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que la CISPS, elle s'est mise en place justement peu de temps après la directive nitrate. Donc c'est sûr que c'est les services qui ont été le plus sollicités. Peut-être qu'il y a des choses, on en discutait un petit peu ce midi, sur la facilité de destruction. Enfin, on a vu sur les légumineuses plus plantes de compagne, sur la févrole par exemple, qui est normalement gélive, mais on sait bien qu'avec le changement climatique, c'est un petit peu plus compliqué. On peut être dans des situations comme ce qui a été évoqué ce matin par l'agriculteur, qui sont vraiment problématiques au moment de la récolte. Et voilà, réfléchir à des traits, alors on en parlait un petit peu ce midi, des facilités de destruction, donc une lignification moins aboutie, enfin moins forte de la févrole, et qui pourrait être des spécificités en fait pour un usage en plante de service, contrairement à un usage en production. Ce qui peut aussi être intéressant d'ajouter, c'est que vous dites que la commission, elle reste ouverte à évaluer d'autres services que ce qu'elle fait actuellement. Tout à fait. Donc ça, c'est une vraie réalité, mais c'est pas simple non plus, parce qu'il y a des services, on l'a dit, qui sont plus simples que d'autres à évaluer, tout de même, par rapport à l'azote, on maîtrise à peu près. Sur les ravageurs, c'est très très compliqué. On l'a vu aussi dans les présentations, il y a beaucoup de travaux de recherche qui se font à l'échelle de l'espèce et pas encore à l'échelle de la variété. Nous, l'étape d'après, c'est de montrer que la variété qui est déposée, en fait, c'est vraiment un effet de la variété et pas de l'espèce. Donc elle apporte un petit truc par rapport aux autres variétés
la même espèce. Donc ça, c'est compliqué aussi. Mais on a une ouverture à la CISPS, c'est-à-dire que quand il y a des nouveaux services comme ça, le déposant peut proposer un protocole d'évaluation, peut proposer des résultats d'expérimentation qu'il a lui-même réalisés, qui vont être expertisés par la commission, ensuite la mise en place d'essais, etc. Pour soutenir le développement de ces légumineuses auxquelles on s'intéresse comme plantes de service, on arrive au sujet donc, de l'innovation et de la sélection végétale pour optimiser les services rendus par ces légumineuses, avec en toile de fond quand même le changement climatique qui implique une nécessaire adaptation. Vincent Béguier, chez Agriobtention, c'est assez fascinant, vous êtes en train de travailler sur des variétés de légumineuses tropicales, mais pour essayer de les adapter à notre climat français, à nos climats français. Oui, c'est un sujet qu'on a pris en charge. On n'est pas le seul, hein. Il y a d'autres obtenteurs qui travaillent ces sujets-là. Mais effectivement, je n'étais pas là ce matin, je pense que ça a été dit, pour qu'une plante de service rende son service, il faut qu'elle ait un développement minimum. Et donc, on voit bien que si on parle des périodes estivales, on est quand même de plus en plus sous contraintes hydriques et thermiques très fortes. Et donc, les espèces qu'on utilise aujourd'hui peuvent connaître des limites. Donc, une des pistes qu'on travaille, c'est effectivement légumineuses tropicales. On ne s'était pas coordonné, mais une des espèces qu'on travaille, c'est le niébé notamment. Donc, qu'on regarde de très près sur ces sujets-là pour les différentes cibles, plantes de service, production de fourrage, production de graines. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres sujets. Alors, on a beaucoup travaillé la résistance au froid. Donc là, on est sur plutôt... passer l'hiver, mais là c'est pas vraiment pour des usages plantes de service tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Le côté GELIF, là il y a aussi d'autres travaux qui ont été conduits sur ce sujet, enfin, pas trop chez nous. On a plutôt fait des petites graines en févrole la variété que vous évoquiez, donc ça c'est nous qui l'avons fait. Toujours est-il que il y a peut-être une évolution qu'il faudra voir aussi. Aujourd'hui on développe des plantes de service qu'on ne veut pas voir à la fin, on est au moment de la récolte. Je pense qu'on devra aller à des systèmes de plus en plus complexes aussi, où peut-être la plante de service, la plante rendra un service autre que le service de production, mais peut-être aussi fera de la production. Et auquel cas, quand on évoque le colza févrole, aujourd'hui on ne veut pas de févrole, peut-être que demain, pour produire du colza, il faudra aussi qu'il y ait une févrole qui ira jusqu'à la graine. Donc là, je suis très prospectif quand je dis ça. Très prospectif. Donc on a un champ des possibles dans la variabilité génétique de ces espèces qui est majeur. Je veux revenir sur le poids. Entre un poids protéagineux et un poids fourragé, il y a des écarts énormes. Et donc, on peut imaginer plein d'usages possibles suivant la diversité génétique dont on dispose. Et évidemment, c'est un travail qui s'étend sur un temps très long, celui de la sélection végétale. Vous m'aviez dit le nombre d'années ? Un cycle de sélection classique avec une amélioration incrémentale, c'est 10-15 ans. Quand on part vraiment de sujets totalement novateurs, on doit faire plusieurs cycles, donc on voit effectivement sur des cycles très longs. Donc c'est toute la difficulté avec le changement climatique qu'on est en train de se prendre. Le climat qu'on aura en 2025, donc je vous ai dit 15 ans, le climat qu'on aura en 2040, il risque d'être très différent de celui qu'on a aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut engager les travaux, enfin ils sont déjà engagés, mais ça va être extrêmement complexe. Le cadre d'études qu'on a aujourd'hui pour positionner des ressources génétiques et des variétés qui seront utilisées en 2040, vous étudiants, ce que vous aurez à déployer sur le terrain, il faut vraiment avoir une analyse prospective, et tous les aspects de modélisation sont très intéressants d'ailleurs pour imaginer le climat futur. Alors, au-delà des futures variétés encore à inventer, Xavier Bousselin, vous souhaitiez ajouter peut-être un mot sur l'importance de connaître la sensibilité au gel des variétés qui sont associées aux cultures. Vous en avez parlé, des espèces gélives, mais ce n'est pas forcément évident de connaître cette sensibilité. Pourquoi ? Alors, c'est peut-être pas forcément qu'on ne la connaît pas, c'est parfois aussi que, en tout cas... C'est peut-être un tout petit peu moins le cas maintenant, mais il y a encore peu de temps, parfois il pouvait y avoir des difficultés d'approvisionnement pour certaines variétés. Je pense à des trèfles d'Alexandrie gélives comme Tabor, ou sur des variétés de Vesse par exemple. Et c'est vrai que j'ai un exemple, par exemple en Suisse, quand ils ont commencé à faire des associations colza plantes de service,
il est arrivé que des mélanges qui avaient la même composition en termes d'espèces n'avaient pas la même composition en termes de variété d'une année sur l'autre. Et une année, voilà, il s'est trouvé qu'il y avait une veste qui n'a pas gelé. Et donc derrière, ça prend beaucoup de temps ensuite pour faire réadopter la pratique aussi. Hein. Et puis ça cause des problèmes directs hein, on l'a évoqué tout à l'heure, des difficultés à la récolte, etc. Donc c'est important de bien connaître les variétés avant de les associer. C'est aussi, si on parle de l'agilité en tout cas, c'est important. Oui. Toujours dans le chapitre innovation, il y a donc certains sujets qui restent encore à explorer. Vous avez fait un petit effet d'annonce tout à l'heure, Vincent Béguier. Donc c'est le moment où on parle de ce concept d'holobionte, à savoir une approche qui va considérer la plante avec l'ensemble de ses interactions. Donc on peut parler de l'holobionte et puis de cette pratique que vous estimez encore peu connue, à savoir l'association de micro-organismes au végétal. Alors oui, effectivement, je pense que les étudiants qu'on a aujourd'hui, ce concept-là sont déjà abordés, j'espère, en tout cas, dans leur formation. Mais en tout cas, on ne peut plus considérer une plante seule sur un sol qui serait un substrat lambda. En fait, la plante, elle est en interaction avec de nombreux organismes, tout comme nous, humains, on est en interaction avec de nombreux organismes au niveau de notre intestin. Donc ces sujets-là, c'est des sujets de recherche qui progressent vite. On n'est pas encore dans le cadre d'une application à large échelle. Mais en tout cas, on voit que c'est un champ de recherche très fort et la nature du végétal est majeure sur la vie du sol et donc sur le potentiel agronomique du sol et le potentiel de fertilité du sol. Donc on sait aujourd'hui, on a des résultats qui montrent que l'espèce végétale a un impact sur ce qui se passe dans le sol, mais même le génotype de la plante a un impact. Donc alors aujourd'hui on sait que ça a un impact. Maintenant, on a des recherches encore à faire pour bien maîtriser les impacts et savoir si on a des impacts positifs. Donc ça, c'est pas encore fait, et c'est en cours. Donc on n'est pas encore au terme de l'application. Mais après, on peut penser à des approches simples. Alors en termes de micro-organismes associés à la semence, il y en a un tout simple, par exemple le rhizobium, donc la bactérie qui permet à la légumineuse d'aller capter de l'azote de l'air, soit elle est présente dans le sol, soit elle ne l'est pas. Donc si on ne vient pas l'apporter et qu'elle n'est pas présente dans le sol, on n'y arrivera pas. Et puis il y a aussi les mycorhizes, en termes de mycorhisation, même chose, soit elle est présente dans le sol, soit elle n'y est pas. Et donc on peut aussi venir l'apporter en l'associant à la semence. Et il y a des activités commerciales autour de ça, il y a des travaux de recherche aussi pour identifier des souches et puis les appliquer correctement à la semence pour qu'elle puisse remplir son rôle une fois que la graine semée. Alors si les légumineuses cultivées comme plantes de service, elles représentent, on le comprend, une piste prometteuse dans certaines configurations, on doit aussi parler des freins qui perdurent pour un déploiement plus important. Le fait d'abord qu'elles soient rarement cultivées seules, ça rend l'évaluation des services compliquée. Julie Gombert au groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences. Les variétés, elles y sont étudiées au champ et en conditions contrôlées, mais toujours pures. Pour le moment, en tout cas, on est donc un peu loin des mélanges qui peuvent être bricolés, j'emploie ce mot-là, mais par les agriculteurs. Je repense à Jean-Bernard Lozier qui nous en parlait ce matin. Pourtant, vous dites que ça devrait se complexifier dans le futur. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ça se complexifie ? Alors ça a été un petit peu évoqué ce matin. C'est sûr que la sélection, on a vu les plantes de service, c'est énormément d'espèces, c'est très vaste. On peut faire beaucoup de combinaisons possibles. Donc pour la sélection, c'est un vrai enjeu et voilà, faut pas se mentir aussi. Les plantes de service, le retour sur investissement pour les sélectionneurs, je pense que c'est une vraie question. Donc ça a été un petit peu évoqué en disant que les programmes, toutes les espèces peuvent pas être travaillées par tous. Et du coup, évidemment, nous pour l'inscription aussi. Bon, après il y a une réglementation qui est aussi stricte sur l'inscription actuellement, et c'est pas que France, c'est européen. Donc ça changera peut-être.
Mais ce qui est important, je pense, c'est effectivement de se dire, ça a été évoqué ce matin dans la présentation de Muriel, l'approche par trait, en fait, qui peut permettre d'identifier en fait la fonction qu'on recherche, etc., et qui permet finalement de s'affranchir un peu de l'espèce et de se dire on va associer en fonction des services, des 10 services, et du coup, enfin, on peut se dire que c'est pas si grave si c'est évalué en pur pour la sélection, pour l'inscription, si après on est en capacité de donner les bonnes informations pour faire les bons mélanges. Après ça, c'est la théorie. On a le projet de recherche, la MetaServe, qui vient d'être accepté. Il y aura des tests aussi, enfin des essais au champ pour vérifier ça. Alors pas sur toutes les combinaisons possibles de mélange, mais sur certains. Donc on avance aussi petit à petit sur cette partie-là. Et puis il y a cette non-compétitivité caractéristique des légumineuses dont on a déjà parlé, qui est à la fois un atout mais aussi un frein. Vincent Béguier, vous le rappelez, la légumineuse, elle sera toujours défavorisée par rapport à une autre culture, en tout cas si on se place dans un système intensif. Oui, dans un système intensifié, tel que... Ce qu'on a fait jusqu'à il y a une petite dizaine d'années, puisqu'on travaille quand même sur une désintensification, la légumineuse sera toujours défavorisée. Donc en fait, pour qu'elle puisse retrouver véritablement leur place, ça sera lié à cette désintensification. Effectivement, il y a quand même aussi des sujets sur la production de semences aussi, de ces espèces qui est pas simple, qui est pas aussi simple que sur les autres espèces. Donc il y a toujours aussi un sujet de coût lié à la production de ces espèces. Donc il faut que les services rendus soient suffisamment valorisables pour qu'il y ait un développement qui se fasse sur ces espèces. Aujourd'hui, et on peut remercier les agriculteurs qui font des efforts significatifs avec les légumineuses quand ils les implantent, c'est toujours quand il y a une vision plus globale de ce qu'apporte une légumineuse globalement dans la rotation par rapport à une évaluation stricto sensus économique comme un blé ou un colza où la rentabilité est beaucoup plus facile à évaluer et à tirer une rentabilité sur juste une année sur la culture qui est faite. Donc les légumineuses, pour ça, elles ont quand même pas mal de freins qu'il faut lever, qui sont levés notamment par les recherches qui sont conduites, et puis par ces approches de vision système, vision globale. Cette faible compétitivité, Xavier Bousselin, vous l'avez dit dans la présentation, peut parfois amener à un échec possible en fait, du développement de la légumineuse. Ça amène à être attentif sur certains points que vous avez cités. On a peut-être le temps pour développer un petit peu sur le sujet de la densité de semis qui doit être adaptée. En tout cas, ça peut être un problème. Effectivement, si nous, on a observé ça notamment dans ma thèse il y a quelques années en Suisse, entre autres avec Muriel, lorsque on introduit des légumineuses en association avec le colza, le simple fait de rajouter à un mélange de 4 légumineuses une espèce supplémentaire, le sarrasin, ça change totalement la répartition de la biomasse entre les plantes de service. Et concrètement, on avait plutôt 80, malgré le fait qu'on avait implanté les 5 espèces à 20% de la densité recommandée en pur, on se retrouvait avec 80% de la densité de plantes de service qui était composée de sarrasin et seulement 20% pour les légumineuses. Quand on connaît le prix des graines de légumineuses à l'implantation et puis tous les services qu'elles pourraient rendre, c'est quand même vraiment dommage qu'elles ne produisent pas de biomasse, quoi. Donc effectivement, c'est un problème. Alors, les questions sur les densités de semis et les réflexions autour des densités de semis, c'est des choses qu'on a peu travaillé en France. Aux États-Unis, il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui montrent effectivement que si on réduit c'est assez intuitif en même temps, mais si on réduit la densité de semis des espèces compétitives et qu'on augmente la densité de semis des espèces peu compétitives, ça peut permettre de retrouver cet équilibre-là entre les espèces. Avant de passer aux questions du public, il nous reste quelques minutes. Si vous avez un dernier mot à aborder, un point qui n'aurait pas été exploré lors de cette conversation. Et ensuite, le micro pourra circuler dans la salle. Vincent Béguier. On parle aussi beaucoup de biodiversité et effectivement, les légumineuses sont fondamentales pour permettre le développement et le maintien de populations, notamment de pollinisateurs et de beaucoup d'insectes, mais ça peut être aussi des insectes auxiliaires. Donc c'est cette dimension-là qui n'est pas
qui n'est pas marchande, effectivement. Aujourd'hui, pas marchande, il ne faut pas l'oublier. Donc, ces espèces-là peuvent rendre de grands services aussi de ce côté-là. Peut-être vous demandez, ce matin, Jean-Bernard Lozier, qui est agriculteur, identifiait comme une rupture à un moment dans la transmission, on va dire, d'informations entre le champ de la recherche et jusqu'au champ. Les agriculteurs que vous rencontrez sont en demande, ont un besoin d'être accompagnés sur la question des légumineuses comme plantes de service ? Oui, mais alors moi je suis souvent très agréablement surpris par des agriculteurs qui se prennent en main, puisque ce qui a beaucoup changé, c'est que l'innovation était souvent très descendante. La recherche fait de la recherche, et puis après ça va jusqu'à l'agriculteur. Maintenant, on voit beaucoup plus d'agriculteurs, pas mal d'agriculteurs qui sont très innovants, que la recherche n'avait pas identifié. Ils font des choses que la recherche n'avait pas forcément imaginées, et franchement, ils sont assez bluffants. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir aller à leur rencontre et expliquer pourquoi, dans ce qu'ils ont trouvé, pourquoi ça marche, pour pouvoir se diffuser plus largement. Donc c'est quelques agriculteurs très pointus qui arrivent à faire des choses, puisqu'il y en a qui font vraiment des choses très très bien et qui y arrivent. Et justement, souvent, ça c'est un point que je peux mettre, ils y arrivent quand ils introduisent pas mal de légumineuses dans leur système. Donc le fait d'introduire des légumineuses dans leur système, ça leur apporte pas mal de gains dans une approche systémique. Julie Gombert et Xavier Bousselin, un dernier mot. Moi, je veux bien compléter en disant, effectivement, des fois, ce qui peut être finalement un petit peu bloquant pour les agriculteurs dans le test, c'est la disponibilité des variétés qui sont à leur disposition dans leur coopérative, tout ça, que ce soit pour les plantes de service, mais aussi plus largement. Et voilà, des fois, on a la chance d'inscrire des variétés, et où on se dit que c'est vraiment chouette, mais la disponibilité à l'agriculteur n'est pas forcément réelle. Évidente. Et Xavier Bousselin ? Je vous rejoins complètement sur ce problème de disponibilité. Nous-mêmes, quand on fait des essais, souvent on a des difficultés pour avoir les variétés qu'on voudrait avoir pour implanter. Moi, il y a peut-être un point qu'on pourra discuter peut-être après, mais je pense qu'il y a le choix de la plante de service. Quand elle est associée avec une culture de rente, il y a certainement aussi le choix de la variété, de la culture de rente à réfléchir aussi en fonction du système dans lequel on va la cultiver, tout simplement. Et comment est-ce qu'on peut imaginer améliorer la disponibilité des légumineuses ? Je prends la place du public, mais après je vous laisse le micro. Là, il faudrait quelqu'un de la distribution agricole plutôt, donc je vais pour répondre à la question. Non, mais on en revient toujours sur des histoires de logistique et de prix, en fait. C'est-à-dire que pour que le coût soit acceptable, on peut pas. Souvent, il y a un goulot d'étranglement qui fait que toute l'offre apportée par la recherche et le catalogue n'est pas à disposition des agriculteurs, parce que si on faisait si on avait un catalogue totalement, où tout serait disponible, ne serait-ce que le coût d'achat ou la logistique pour ramener la variété dans la cour de la ferme de l'agriculteur, ça va être rédhibitoire par rapport à la rentabilité de sa production. Donc il y a beaucoup des sujets autour de ça, donc on revient sur des histoires de coûts. Et donc moi, si je devais passer un message, c'est qu'il faut plutôt penser à la répartition de la valeur. Aujourd'hui, je dirais que la valeur, elle est plutôt tout au bout du système, très en aval. Aujourd'hui, on le sait, l'agriculteur, il a perdu de plus en plus, en tout cas, son revenu n'a pas progressé. Ses charges ont progressé fortement, et donc on lui demande beaucoup. On lui demande d'introduire des légumineuses, de mettre des plantes de service, de faire de l'environnement en plus de la production, à revenu stable, voire diminuant. Et donc là, il y a un vrai sujet qui concerne la société en entier. Payer plus cher son alimentation au supermarché pour que l'agriculteur il puisse gagner quelques centimes de plus, qui fasse qu'il accepte, il puisse payer plus cher des intrants
semenciers, et du coup que l'offre d'innovation soit plus à sa portée. C'est plutôt autour de ça qu'il faut. Donc c'est pas ici qu'on va le résoudre, mais enfin ces questions-là sont vraiment importantes aujourd'hui quand on parle de transition. La transition ne peut pas reposer que sur l'agriculteur. On termine presque sous une forme de plaidoyer. Et on va donc laisser de la place pour les spectateurs, les spectatrices. Merci en tout cas à tous les trois pour cet échange. Et ça va donc être le moment d'écouter, répondre à vos questions. On a 10-15 minutes, il y a déjà des mains qui se lèvent et 2 micros qui vont circuler. Merci à nouveau de formuler vos questions de la façon la plus synthétique possible. On vous écoute. Déjà, merci beaucoup pour ces échanges. J'avais une question un peu globale aussi avec la salle. C'est par rapport aux emprunteurs et au GVS. Et en fait, on a beaucoup parlé de mise en place chez l'agriculteur. Est-ce que dans les programmes de sélection, donc notamment dans les dispositifs expérimentaux, est-ce qu'on peut prendre en compte des plantes compagnes dans les dispositifs expérimentaux pour l'évaluation des variétés de rente? Voilà. Vincent Béguier ou Julie Gombert? Je suis expert CTPS, et aussi membre de section CTPS. Donc aujourd'hui, c'est pas fait. L'utilisation de plants de campagne pour des cultures de rente, je pense pas que ce soit fait. Julie, je vous laisse. En fait, ça peut être fait dans certaines espèces. Par exemple, en colza, on sait que le colza associé avec une févrole est largement pratiqué. Donc, on essaie de représenter ça dans les essais CTPS. Donc, dans le réseau, on a 20% des essais qui vont être associés. Mais on va pas du tout, par contre, on va prendre une variété de févrole qui est largement utilisée dans la région, etc. On regarde et on fait aucune observation sur la févrole en question. Là, mais dans ce cas-là, c'est parce que et ça a été bien dit dans la présentation, ça n'affecte pas en fait le colza, il n'y a pas d'interaction. Enfin voilà, c'est plutôt une diversification des pratiques plutôt que vraiment l'évaluation de la plante. Et puis aujourd'hui, le couple n'est pas évalué. On ne va pas inscrire au catalogue un couple performant. Ça sera chacun des composants qui va être évalué. Donc là, on aura évalué la févrole, le plan de campagne, pour son service de plan de campagne. On évaluera la variété de colza pour son service de production, mais pas le couple. Et on ne le fait pas parce que tout simplement aujourd'hui, il y a aussi une histoire de coût. L'expérimentation serait démentielle puisque tester toutes les combinatoires, c'est extrêmement difficile. Donc effectivement, il faut revenir sur l'approche par trait qu'on a évoquée. Et ça, c'est des pistes de recherche, mais qui ne sont pas encore appliquées aujourd'hui dans l'évaluation des variétés. Et en tout cas, sélectionner, je dis en tant qu'obtenteur, pour un bon comportement en mélange, c'est-à-dire évaluer les génotypes des deux côtés, aussi bien dans le cadre de plantes de service, mais aussi en culture de rente, le blé-pois par exemple, ça commence, mais on est loin de l'évaluation, on n'est pas encore à l'évaluation de CTPS. Alors, il faudrait que des obtenteurs le demandent, peut-être que nous on le fera prochainement, mais on restera toujours sur cette dimension qu'on évalue bien, c'est ce qu'a dit Julie, la variété, et on n'inscrira pas un mélange. Merci pour cette réponse à 2 voix. Il y avait d'autres mains levées. Moi, j'aimerais juste savoir, donc pour Julie Gombert, comment évolue le nombre de variétés candidates à l'inscription au catalogue national en tant que plante de service? Alors, disons que ça évolue. Le flux variétal, il est assez faible. On est aux alentours de 10 dépôts par an, mais tout confondu. Et c'est assez fluctuant. En fait, on a eu pas mal de dépôts d'avoine rude à un moment. Les moutardes et les radis, on en a un petit peu toujours. Ces dernières années, on a eu des variétés de colza piège à méligette, pour un usage en plante de service piège à méligette, donc qui vont fleurir plus tôt
que la variété de rente, et donc qui vont piéger les insectes. Donc voilà, mais on cherche, on l'a dit, ça a été créé, cette commission, essentiellement après la directive nitrate, donc surtout pour des services culture intermédiaires, pièges à nitrate, engrais verts. Aujourd'hui, on ouvre la CISPS aussi à d'autres filières. Aujourd'hui, c'était essentiellement en grande culture et fourrage. On ouvre à des experts de la filière vigne, de la filière légumes, etc. Donc, on espère aussi, et qui sont aussi dans le projet Métacer, le projet Parsada qui vient d'être accepté. Donc, on espère pouvoir ouvrir en fait à d'autres services et peut-être aussi d'autres espèces. Enfin, on a parlé changement climatique. Effectivement, ça peut être une opportunité aussi pour avoir de nouvelles espèces. Encore faut-il qu'elles soient soumises au catalogue. Nous allons prendre une autre question. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous nous avez dit à la fin. Vous nous avez dit qu'il faudrait que les consommateurs soient prêts à payer un peu plus leur nourriture pour mieux rémunérer les agriculteurs. Est-ce que c'est pas un petit peu une déresponsabilisation de la grande distribution, où on a quand même 5 acteurs qui contrôlent 70% des transferts de nourriture à l'heure actuelle et qui récupèrent la plupart de la plus-value? Est-ce que ça ne serait pas plutôt à eux de peut-être mieux partager les ressources? Alors, il y a peut-être un petit peu à gratter là, mais globalement, on ne peut pas nier que la part d'un budget consacré à l'alimentation a fortement diminué. Donc la marge des intermédiaires, il y a peut-être un sujet, mais je pense que fondamentalement, c'est quand même... Si la grande distribution met une pression forte, et je ne veux pas la dédouaner, ce n'est pas mon propos, c'est aussi qu'aujourd'hui, l'attendu, c'est que les prix soient bas pour le consommateur. Le consommateur qui va acheter... On l'a vu par exemple, pendant la période du Covid, on a eu des systèmes de distribution alimentaire locaux où la nourriture était plus chère, qui se sont développés, et beaucoup de consommateurs se sont réappropriés le sujet. Quand on est revenu à business as usual, il y a pas mal d'opérateurs de la distribution ou de producteurs qui avaient investi, qui s'étaient projetés sur un maintien et un développement de ce type. Ils sont tous en train de mourir, il faut se le dire. Donc on revient. Donc je nie pas les sujets d'inflation aussi, voilà. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir quand même sur la part de son budget consacré à la nourriture. Et en fait, il ne faudrait pas grand-chose. Aujourd'hui, une baguette qu'on va acheter à 1,20 €, il n'y a que 3 centimes pour la farine. Donc 3 centimes, c'est quand même pas beaucoup. Si on passe à 4 centimes, ça permettrait de résoudre pas mal de sujets. Donc je pense que tout le monde doit être responsabilisé, mais nous, individuellement dans nos choix, on doit aussi faire notre part. Voilà. Merci pour cette question. Y en a-t-il d'autres parmi vous? C'est votre dernière occasion de poser vos questions à l'avant de la salle. Ma question ne s'adresse pas nécessairement à vous, mais à l'ensemble des gens qui ont participé à cette journée et qui sont membres de la filière semences et plants. En fait, je vois 2 éléphants dans la salle, en fait. Le premier, c'est qu'on est tous là convaincus que les plantes de service sont indispensables, sont le levier minimal et absolument efficace pour aller vers l'agroécologie. On est convaincus qu'on manque de semences, mais on est aussi très convaincus qu'en fait, tant qu'on ne monétarisera pas ou ne rendra pas le prix de ces efforts agroécologiques et qu'on ne les paiera pas d'une manière ou d'une autre aux agriculteurs, ça ne bougera pas. Le deuxième éléphant dans la salle, c'est l'absence d'agriculteurs, en fait. Il y en a un qui est venu parce qu'il était invité à une table ronde. Mais comment est-ce qu'on fait pour déployer ça? Et comment est-ce qu'on fait en tant que membre des filières semences pour faire bouger les lignes?
C'est à cette question que j'aurais aimé qu'on débatte. Pour qu'on puisse faire en sorte que ces services soient vraiment reconnus et qu'on puisse faire en sorte que les agriculteurs en prennent conscience. Alors peut-être des réponses sur scène, mais pourquoi pas aussi dans la salle. Oui, je veux bien qu'on m'aide, hein, si j'ai des collègues. Ça ne s'adresse pas uniquement à vous, hein, vous avez bien compris. Hein. Oui, non, mais je prends ma part. Donc, il y a un outil qui existe, c'est la PAC. Et donc, en fait, comment est réparti ce budget de la PAC, en fait, hein, aujourd'hui, entre le service de production et les autres services. Il y a un vrai sujet sur la table qu'il faut panier. Je l'ai évoqué, le sujet de le partage de la valeur et de tout faire reposer le risque sur l'agriculteur, c'est pas possible. Et on voit bien, pour revenir quand on voit les sujets, le sujet qu'il y a eu cet été sur la loi du plomb, par exemple, hein, on voit bien qu'on a une problématique, et même au sein de la communauté des agriculteurs, hein, ou des vraies incompréhensions entre la demande sociétale et puis la difficulté d'opérer des agriculteurs. Mais en tout cas, ce sujet-là, on peut panier que le revenu agricole en 30-40 ans, il a baissé, alors que il y a eu, sur tous les autres sujets, il y a eu une progression de valeur très forte qui a été faite. Donc ce sujet-là, on ne peut pas passer à côté. Et le revenu agricole, en fait, il a baissé parce qu'on a voulu absolument réduire le sujet du coût de l'alimentation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je pense que ce sujet-là, donc ça concerne pas que la filière semences et plants, je pense que ça concerne la société en général. Hein. Donc, c'est pas la filière semences et plants, parce que de notre côté, nous aussi, dans nos entreprises, on a beaucoup de mal. On doit serrer de partout. Et donc, effectivement, on aimerait déployer plus, hein, faire beaucoup plus de choses, mais on n'en a pas les moyens non plus. Et c'est pas parce qu'on a des marges énormes. Le marché plantes de service, c'est pas un marché très très rentable. Hein. Il vaut mieux faire des hybrides que de faire de la plante de service. Une participation dans la salle, donc toujours pour répondre à l'interrogation. Bon, moi je sais pas si c'est jeter un pavé dans la mare, mais tout au moins un constat. Moi j'arrive bientôt à la fin de mon parcours professionnel et j'ai commencé en tant que technicien. Puisque en fait, il y a une intermédiaire entre les semences, les agriculteurs, c'est toute la partie de conseil et de distribution agricole. Le conseil qui peut être dans les chambres, dans les coopératives et les négoces, et il y a aussi la côté distribution. Et aujourd'hui, clairement, le pas n'est pas fait. Le pas n'est pas fait parce que à la fois résistance, c'est pas une résistance, c'est la peur du changement, parce qu'on a quand même affaire à une distribution qui a vécu pendant très longtemps, en fait, avec des résultats qui étaient faits avec la vente d'approvisionnement. Voilà. Clairement, la collecte de céréales dans la plupart des groupes perd de l'argent, et c'était la vente d'appro qui permettait aux structures de vivre. Aujourd'hui, avec la baisse des intrants phyto, c'est en difficulté, mais malgré tout, on est quand même à un changement il faut que les technicos, les techniciens changent vraiment de modèle en se disant il faut qu'on aille vers une autre agriculture. Alors, il faut les comprendre aussi, parce qu'ils ont plein de sujets à voir, et qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, quand ils conseillaient un phyto, c'était très simple. Telle dose, tant d'euros, tant de % d'efficacité. Hyper simple. Aujourd'hui, il faut qu'ils se posent autour d'une table. Il faut vraiment mettre du temps, parce qu'on raisonne sur une agronomie, on raisonne sur un pas de temps qui est long, et le résultat, il n'est pas forcément immédiat, parce qu'en fonction de la météo, de ce qui va se passer, ce qu'on a écrit ou ce qu'on a dit sur les traits de telle ou telle plante ne va pas forcément se réaliser. Donc je pense que là, c'est vraiment le côté changement sur toute la partie, quelque part, du conseil agricole, aujourd'hui, où il faut changer et prendre beaucoup plus de temps. Et je pense que le pas de temps qui manque, aujourd'hui, le chaînon manquant, il est quand même essentiellement là.
Et je répondrai par rapport aussi au stock, parce que bon, moi, dans mes missions, je suis responsable de marché pour la pro. Clairement, on ne peut pas avoir toutes les variétés du monde et du catalogue. Déjà, une chose, c'est qu'en fonction de la météo, vous voyez, cette année, la moisson, dans notre groupe, elle est sortie 15 jours plus tôt des champs. Donc, de la pluviométrie, un besoin en plante de service qui a fait plus 50%. Comment voulez-vous avoir un stock d'appro de plus 50% sur un an, alors que si jamais la pluviométrie n'est pas adéquate, en fait, votre stock, vous allez le garder avec des risques de perte de germination, donc de mettre à la poubelle ce que vous avez acheté l'année d'avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, quoi. Merci pour votre participation. Y a-t-il peut-être une dernière question dans le public ? S'il n'y en a pas, on va se diriger vers la fin de cette journée. Je trottine pour faire le tour de la salle. Ça laisse aux derniers indécis le temps peut-être de se décider. Merci à tous les trois pour votre participation. Donc on se dirige vers la fin de cette journée avec le discours d'Arnaud Messager, président de la fondation de l'Institut Agro. Juste avant, je remercie tous les intervenants qui ont défilé sur cette scène tout au long de la journée, le public pour vos questions, vos témoignages, et préciser qu'il y a une visite de la bibliothèque patrimoniale et du pavillon des collections qui est prévue à l'issue de cette journée. Pour les personnes qui se sont inscrites, vous pouvez aller voir Noémie Dehaene, qui est donc en haut de la salle, pour suivre cette visite. Et donc je laisse Arnaud Messager pour un temps de discours. Je vous donne mon micro. Merci beaucoup. C'était une journée passionnante d'information, de choix de stratégies complexes, de management collectif et aussi beaucoup d'interrogations même à la fin de cette journée. Je voudrais aussi féliciter notre animatrice qui s'est complètement investie dans le sujet, bravo, et puis aussi compléter votre remerciement à tous les intervenants aujourd'hui, qu'ils soient scientifiques, agriculteurs et professionnels, pour nous avoir fait partager leurs connaissances, leur savoir, leur expérience avec, je crois, beaucoup de clarté. Et aussi, ce qui nous a touché, leur enthousiasme à faire progresser les plantes de service. Voilà, je voudrais associer aussi les étudiants qui ont présenté leurs travaux en un temps record et qui nous ont intéressés sur les travaux qu'ils menaient, que ce soit en thèse ou en stage. Au-delà des échanges que nous avons eus sur cette 3e année des journées filières, cette journée, elle veut illustrer notre communauté. Et ça, à la Fondation, on y tient beaucoup. La création de cette communauté entre les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les professionnels. C'est très rare d'avoir une conférence comme celle-ci. On a souvent que des scientifiques ou que des professionnels et on tient beaucoup à cet échange, à ce mélange entre différentes composantes qu'on va appeler ici notre communauté de filières. Et ça s'est révélé au cours du cocktail où vous avez pu discuter ensemble. Je pense que ça, pour nous, c'est très très important. Voilà. Depuis, on a donné quelques chiffres, depuis 2021, il y a 115 diplômés de ces spécialités qui ont été formés à Rennes-Angers, et parmi eux, 62% sont maintenant des professionnels des filières de la semence et des plants, et 34% de la recherche, dont beaucoup en doctorat. Ceci, ça prouve quoi? Parce que ces chiffres confirment l'attractivité de notre formation, mais aussi l'adéquation entre les gens formés et le secteur. Donc cette prise de place dans ce secteur en confirme. On peut être fier, je crois, ici à Rennes et Angers, en association avec les écoles de Dijon et de Montpellier, d'avoir créé une des meilleures formations d'amélioration des plantes et des semences, je le dis redors. Alors je peux le dire parce que ce n'est pas les professeurs qui le diront, mais je peux me permettre de le dire ici. En outre, les alumni qui sortent de cette formation, ils sont non seulement dans les filières, mais ils interviennent aussi pour partager leur expérience. Ils accueillent des stagiaires et ils embauchent des jeunes diplômés. Et ils font partie aussi de ce réseau pour nous qui est important, un réseau qui se structure entre notre communauté et les alumni.
Ce que nous avons entendu autour de cette journée, au fil des présentations et discussions, contribue à la démonstration, c'est ce qui s'est dit, du bilan agroécologique des plantes de service, largement positif au niveau des parcelles, des cultures, des assolements, comme des rotations. Et il nous a semblé à tous que la démonstration d'un bilan économique largement positif est un prérequis pour une diffusion encore plus large des plantes de service. Donc l'économie est toujours présente au-delà de la science. Pour consolider ces bilans, seront nécessaires des connaissances et des innovations complémentaires, des stratégies aussi de diffusion et de commercialisation. Et parmi ces innovations, l'amélioration des fonctionnalités, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, et des plantes de service par les techniques de la génétique sont une voie possible avec des outils très puissants. Dans un contexte d'urgence climatique et aussi de soutien à la biodiversité, on peut dire que l'application de nouvelles technologies génomiques sont aussi à regarder de près. On en a un peu parlé aujourd'hui, on a dit bon, peut-être que les investissements dans la recherche pour les plantes de service, c'est aujourd'hui un peu so-so. Mais on possède de nouvelles technologies qui sont puissantes, qui sont peut-être moins coûteuses, qui sont plus rapides, et peut-être c'est au niveau des instituts et de recherche de les mettre en œuvre. Pour terminer, je voudrais profiter de ce moment pour remercier tout particulièrement notre mécène CEMAE, et puis les personnes qui ont participé aujourd'hui, Jean-François Roussel, Vincent Poupard, Patricia Guillaume, pour leur présence et leur engagement permanent à nos côtés. Je voudrais y associer aussi Luc Saint-Bonnet de Sérience, d'avoir accepté d'être le parrain des 2 dernières promotions, qui vous permet aussi d'avoir un contact avec quelqu'un de la filière de façon permanente. Sans oublier les pilotes de la chaire, les professeurs Anne Laperche et Olivier Leprince, dont l'implication constante ont garanti la cohérence et la dynamique du projet. J'y associe aussi Noémie Dehaene, animatrice de la chaire, et Christine Desmanger, chargée de mission à la Fondation. Je voudrais terminer par un mot à vous, les étudiants. Soyez pleinement intégrés dans cette communauté dont j'ai parlé. Que ce que vous avez entendu et vécu durant cette journée ne soit pas un point d'étape, mais un vrai départ. La filière, elle vous attend vos compétences, votre dynamisme et votre envie d'innover. Bon, merci à tous de votre engagement dans ces travaux scientifiques sur vos exploitations, dans vos entreprises, dans vos laboratoires pour la réussite de la transition agroécologique. Et bien, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 4e année filière. À bientôt.